Bonjour, pour notre dernier cours sur les parfums et dernier séminaire, puisque c'est un assemblage d'un séminaire et d'un cours, j'ai demandé à Xavier Fernandez, qui est professeur à l'Université de Nice, de venir nous parler de l'avenir des parfums antiques, dans la mesure où nous avons démarré ensemble il y a quelques années et exécuté un programme de recherche sur la reconstitution des fragrances antiques à partir des recettes qui nous étaient parvenues de l'Antiquité et de quelques indications qu'on avait pu tirer des analyses. Et c'est donc sur ce sujet que Xavier Fernandez va intervenir maintenant. Ensuite, nous débattrons de quelques points particuliers et je terminerai la session par une partie conclusive où j'aborderai quelques points particuliers, notamment concernant à nouveau les ateliers pour indiquer les problématiques en cours et les pistes de recherche qui se présentent devant nous. Ensuite, il sera midi et comme il était possible de le faire, je projetterai, pour ceux qui veulent rester encore un petit moment, un film qui a été réalisé par CNRS Éditions, réalisé par Luc Ronat, qui retrace pour le grand public cette aventure de reconstitution des parfums antiques que nous avons menée avec Xavier Fernandez. Donc, nous allons d'abord commencer par sa propre présentation. Xavier Fernandez est, comme je vous l'ai dit, professeur à l'Université de Nice. C'est un chimiste et c'est à ce titre que nous avons entamé cette collaboration. Il a été longtemps maître de conférence, il vient d'être nommé professeur et il est spécialisé dans les produits naturels, dans les parfums à base de ces produits et dans la valorisation justement de ces produits. Et c'est donc pour nous un interlocuteur tout à fait essentiel car il est en prise directe avec ce que nous avons essayé de faire à l'occasion de cette recherche sur les parfums. Mais je lui laisse directement la parole pour qu'il puisse nous présenter l'état des recherches sur un projet donc nous avons appelé Seplasia du nom à la fois de la place de Capoue où étaient installés les parfumeurs, mais aussi de l'ensemble de la corporation des parfumeurs antiques. Très bien, merci Jean-Pierre pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans cette noble institution pour vous présenter cette collaboration, ces travaux. Alors bien sûr, un remerciement à Jean-Pierre pour m'avoir donné l'opportunité de venir aujourd'hui, mais également l'opportunité de travailler sur ce sujet que vous commencez maintenant à bien connaître, sur ce sujet extrêmement intéressant. Et finalement, pour moi qui a plutôt l'habitude de travailler dans la modernité, avec l'idée de développer de nouveaux ingrédients, d'innover dans le domaine des odorants et de la parfumerie, de me pencher un petit peu sur le passé et de voir un petit peu cette histoire de la parfumerie que je ne connaissais guère, je dois l'avouer, quand on a débuté le projet. Donc merci à Jean-Pierre pour être venu un jour et avoir déboulé à l'Université de Nice avec toutes ces idées, toutes ces questions qui nous ont amenés à développer ce beau projet. Donc, on va regarder un petit peu ce côté chimie des parfums antiques. Alors c'est vrai que c'est aussi un projet qui nous permet de réhabiliter un petit peu l'image de la chimie, qui a très souvent une vision négative du grand public. La chimie est très souvent associée à des images peu flatteuses, mais vous allez voir, en tout cas je vais essayer de vous le démontrer au cours de cet exposé. La chimie peut également nous permettre de mieux connaître notre patrimoine, de mieux connaître notre histoire, et puis éventuellement de développer de très beaux produits et d'arriver à moderniser des produits très anciens. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, ce projet a débuté suite à ces nombreuses découvertes et puis à toutes les questions qui se posaient au sujet des parfums et des parfums antiques.
Alors il est venu nous voir un jour à l'université, on ne se connaissait pas encore à l'époque, avec un projet un petit peu farfelu de reconstituer, de recomposer à l'identique des parfums anciens. Alors pour nous, c'était compliqué, puisqu'on a commencé à entamer la discussion, entamer le débat, et puis on a multiplié les questions, et puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'informations qu'on va regarder au fur et à mesure, mais que très souvent, il manquait des données, il manquait beaucoup d'informations pour pouvoir arriver à aboutir sur des protocoles, des développements de formules les plus fiables possibles. Et là où on imaginait au début reconstituer une dizaine, une quinzaine de recettes pour pouvoir un petit peu mieux comprendre ces produits, on s'est rendu compte qu'il fallait réaliser pour une même recette des centaines et des centaines de formules différentes, puisque la part à l'interprétation, les questions qu'on se posait nous ont conduit à développer plusieurs formules. Donc, bon, ça va être un petit peu, j'imagine, pour la majeure partie d'entre vous, quelques répétitions, mais donc ce projet, développé en collaboration avec le CNRS, avec l'École française de Rome à travers le Centre Jean Bérard, avait pour objectif, comme ça, de reconstituer les parfums antiques, surtout les parfums antiques méditerranéens, et en particulier deux recettes extrêmement importantes à l'époque, le parfum à la rose et le parfum au jasmin. Alors, on a phasé plusieurs étapes dans ce projet. La première étape était la plus académique possible, c'était vraiment se mettre dans les conditions antiques, reconstituer en étant le plus proche possible des protocoles de l'époque, les parfums. Et donc de rester sur les mêmes manipulations, avec des ustensiles qu'on a essayé de développer, de reproduire ou d'acquérir pour se rapprocher le plus possible de l'équipement qu'utilisait le parfumeur à l'Antiquité. Et donc là, on travaillait avec Jean-Pierre pour répondre à ces questions, un certain nombre de questions très pratiques qu'on va voir au cours de cette présentation. Combien de temps prenait une formule ? Quelles étaient les difficultés qu'on pouvait retrouver ? La grande difficulté qu'on va évoquer sur la conservation de ces parfums et pendant combien de temps les formules se conservaient. Et puis, bien évidemment, l'idée numéro 1, en tout cas la plus importante, c'était quelle était l'odeur de ces parfums ? Comment la situer par rapport à la parfumerie moderne. Donc, un projet qui liait chimie et archéologie. Et puis, on a toujours eu une volonté, alors peut-être un petit peu folle, on verra, l'avenir va nous le dire, mais est-il possible de remettre au goût du jour ces odeurs, ces formules et ces parfums antiques ? Et donc, avec une idée de développement de produits modernes à travers cette étude. Alors, les enjeux pour la chimie des parfums étaient multiples. Mieux connaître ces odeurs-là, être capable de les situer par rapport à l'histoire de la parfumerie. Étudier les matières premières, alors c'est la chose qui nous a le plus étonné qu'on a commencé à travailler, c'est de se rendre compte que la majeure partie des matières premières odorantes utilisées lors de l'Antiquité l'étaient encore aujourd'hui et faisait encore partie des grandes matières premières de la parfumerie et des ingrédients naturels. Alors, sur certains, c'est relativement classique. On peut imaginer facilement que la rose, le jasmin, tous les épices, on a pu très rapidement détecter leurs odeurs. Mais par contre, sur d'autres types de matières premières, l'étonnement était assez fort. Alors, on peut, par exemple, prendre donc le cas de l'iris. L'iris est une grande matière première de la parfumerie, une des matières premières de la parfumerie moderne les plus chères. Et ce n'est pas du tout la fleur qu'on utilise, c'est le rhizome. Donc c'est la racine de l'iris, et ce n'est même pas une racine qu'on va utiliser, récupérer fraîche. On va récupérer un rhizome d'iris qu'on va stocker et qu'on va faire vieillir pendant 2 à 3 ans, tout simplement pour maximiser le potentiel odorant en faisant vieillir le rhizome d'iris, en formant des composés d'intérêt olfactif. Et donc, on a été très surpris en étudiant, en conversant avec Jean-Pierre, de se rendre compte que cet usage était le même à l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il n'utilisait pas du tout la fleur, mais le rhizome, et également un rhizome vieilli, et donc avec une utilisation de la matière première comme on peut encore la retrouver aujourd'hui. Et donc, on va le voir, il y a eu vraiment beaucoup de questions sur un sujet qui est très délicat et difficile, sur les matières premières, l'origine botanique, la partie de la plante qui était utilisée et comment on pouvait l'utiliser.
Et puis donc, une partie de valorisation que je vous exposerai vers la fin. Est-il imaginable de retrouver dans un avenir proche des produits issus de ces travaux? Alors, rapidement, le rôle du parfum dans l'Antiquité, parce que c'est des choses qui ont déjà été vues, je vais faire le lien avec notre utilisation moderne du parfum. Première constatation, l'usage du parfum était extrêmement développé lors de l'Antiquité et autant développé avec des petites différences qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc on sait très bien que dans notre vie quotidienne, le parfum nous entoure quasiment à chaque étape de notre journée. Il va permettre d'apporter des odeurs et des notes agréables, mais dans certains cas également de donner une identité à un produit qu'on va plus facilement être capable de reconnaître. Et donc ça va être sur des parfums d'ambiance qu'on utilise quotidiennement. Donc un usage un petit peu différent, très différent sur une certaine partie qu'on va voir après, mais par contre très important à l'Antiquité comme il l'est aujourd'hui. Alors, juste quelques petits rappels, deux grands types de parfums à l'époque. Les parfums solides qu'on faisait brûler, et donc c'est l'étymologie moderne du mot parfum par la fumée perfumum, donc qui représentait, on pense certainement, le premier véhicule ou la première forme des parfums. Et puis après, le parfum liquide, donc qu'on va regarder en termes de formule par la suite, et donc on pouvait s'appliquer sur le corps. Avec un usage très variable dans la vie profane, dans la vie religieuse. Donc on imagine encore ce type d'utilisation, qui est encore une utilisation moderne. Dans la vie religieuse, c'est l'utilisation en particulier des parfums à brûler qu'on va utiliser dans toutes les cérémonies. Et dans la vie profane, on utilisait le parfum soit pour se parfumer, soit pour parfumer la maison ou les habits. Mais une très très grande différence sur les parfums à l'Antiquité, c'est cette non-distinction entre parfum et médicament. Le parfum antique avait des propriétés olfactives qui étaient explicitées dans les textes, mais également des propriétés biologiques. Et donc, à ce parfum-là, on associe et des propriétés olfactives et des propriétés biologiques, et donc un certain nombre d'utilisations pour des soins quotidiens. Et donc, pas de distinction entre le parfumeur et le pharmacien, puisqu'il faisait office de l'un et de l'autre, en tout cas de ces deux activités, qui va durer pendant très longtemps, jusque quasiment au début réellement de la parfumerie, je dirais entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, où là, l'industrie du parfum à proprement dit va se développer, et on va distinguer ces deux professions. Alors, on peut aussi le regarder au cours de l'histoire, puisque des hauts lieux de la parfumerie en France, donc tout le monde connaît l'image de la ville de Grasse, qui est le haut lieu de la parfumerie, en tout cas dans le monde, mais surtout en France. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, puisque un des hauts lieux de la parfumerie française a pendant longtemps été la ville de Montpellier. Pourquoi ? Parce que c'était une des principales facultés de pharmacie qu'on retrouverait en France. Et donc, on voit que pendant longtemps, cet usage, cette cohabitation entre parfum et médicaments a été importante. Et donc ça, c'est une réelle différence qu'on peut observer sur les parfums. Aujourd'hui, le parfum est un produit de confort, un produit qui va nous permettre de nous distinguer dans une vie bien monotone, mais surtout qui va apporter un petit peu de gaieté et permettre également de jouer sur tous les attributs de la séduction. Utilisation déjà extrêmement importante lors de l'Antiquité. Alors, ce n'est pas la seule différence, puisque en termes de produits, le parfum antique est très différent de notre parfum moderne. Alors, je vais parler essentiellement des parfums qu'on utilisait sur le corps, donc qui était la forme la plus développée. Donc on va mettre un petit peu de côté les parfums à brûler, les parfums d'ambiance, et on va plutôt se focaliser sur les parfums qu'on pouvait s'appliquer pour parfumer le corps au cours de la journée. Alors la grande différence qu'on observe entre le parfum antique et le parfum moderne, c'est la base de ce parfum-là. Donc tout le monde utilise aujourd'hui des parfums ou des eaux de toilette, ça va consister un petit peu, en tout cas ça va dépendre de la quantité de substances odorantes qu'on retrouve dans le produit, mais donc tous les parfums qu'on achète
au quotidien. Donc là, on est dans une grande période d'achat de parfums avec ces fêtes de fin d'année. Donc, si je veux simplifier un petit peu la composition d'un parfum, ben, ça va être le mélange de ce qu'on appelle le concentré, le jus, la base parfumante, et donc qui est un mélange de substances odorantes naturelles et synthétiques qu'on va diluer dans de l'alcool, avec des dilutions qui vont varier de 2 à une vingtaine de %. Et donc c'est ce parfum qu'on appelle parfum de parfumerie fine, parfum alcoolique, donc consommé, en tout cas qu'on utilise quotidiennement. Lors de l'Antiquité, on n'était pas capable, en tout cas les anciens n'étaient pas capables d'obtenir de l'alcool purifié, comme on peut l'utiliser facilement aujourd'hui. C'est une technique de distillation qui n'est pas si simple que ça. Et donc, l'alcool était utilisé, il y avait des tentatives de distillation, mais on n'était pas du tout sur un alcool complètement dénaturé comme on peut l'avoir aujourd'hui, avec très peu d'odeur. Donc, les alcools obtenus à l'époque avaient très souvent des odeurs de vin ou des odeurs de vinaigre. Et donc, l'utilisation de cette base n'était pas du tout possible. Alors, le grand avantage de l'alcool, c'est qu'il va s'évaporer très rapidement. Et donc, on va pouvoir se vaporiser le parfum. L'alcool s'évapore très rapidement et ne reste que les substances odorantes sur la peau ou sur les vêtements. Et donc, cette base, à l'époque, est une base beaucoup moins volatile, puisqu'il s'agit d'huile végétale. Donc tout le monde a fait un petit peu cette expérience, très culinaire ou alimentaire ou quotidienne, de retrouver un corps gras dans son frigo à côté de substances odorantes et de voir ce transfert de l'odeur et donc ce goût que peut avoir le beurre ou que peut avoir l'huile. Donc nos anciens ont très rapidement remarqué que les corps gras avaient une affinité importante pour les substances odorantes et permettaient de les extraire, de les capter très facilement. Et donc, la formulation des parfums à l'époque utilise comme base, le corpus, comme cela a été dit, des huiles végétales. Alors, de différentes origines et de différentes régions, de différentes variétés botaniques. La majeure partie d'entre elles sont encore utilisées quotidiennement. Donc l'huile de sésame, l'huile d'amande, l'huile d'olive. Donc on voit que c'est encore des huiles qui sont utilisées quotidiennement. Et puis on utilisait également des huiles un petit peu moins connues que l'industrie de la cosmétique commence à utiliser de plus en plus, avec par exemple l'huile tirée des fruits d'un arbre africain, le moringa, qui était une des huiles les plus réputées pour la fabrication des parfums. Et donc ces huiles allaient vraiment servir de base au parfum. Alors de base pour le produit fini, mais également de solvant pour extraire les substances odorantes. Et donc le principe était d'immerger à température ambiante ou en chauffant légèrement les substances odorantes et de réaliser le transfert de ces composés parfumants de la matière première odorante à l'huile et ensuite de filtrer pour pouvoir avoir une huile qui est saturée en substances odorantes et qu'on pouvait après utiliser quotidiennement. Et donc là, le parallèle est fait. Donc le parfum antique ressemble finalement beaucoup plus à une huile de massage comme on pourrait l'utiliser aujourd'hui qu'à un parfum moderne comme on pourrait l'entendre. Alors voyons maintenant les matières premières utilisées. Et comme je vous l'ai dit en commençant, ce qui nous a beaucoup touché, en tout cas frappé au début de ce projet, c'est que l'immense majorité de ces matières premières est encore utilisée quotidiennement par l'industrie de la parfumerie et fait partie des grandes matières premières de la parfumerie. Alors, comme vous le savez, pour fabriquer des parfums, en tout cas, si je me penche surtout sur les matières premières naturelles, on laissera de côté les synthétiques, l'immense majorité des matières premières utilisées viennent du règne végétal. Il y a très peu de produits animaux qui sont encore utilisés. Alors, à l'Antiquité, on utilisait quelques produits animaux, en particulier le musc, mais c'était surtout des matières premières végétales qui étaient utilisées. Et puis, on peut utiliser n'importe quel type de partie du végétal. Ça peut être les feuilles, le tronc, la résine, des racines, des graines. Donc, vous voyez, selon le type de matière première, on pouvait utiliser différentes parties.
Alors, on peut distinguer ces différentes parties de plantes utilisées. Alors, bien sûr, c'est un petit peu l'image d'Épinal de la parfumerie, c'est la fleur, et en particulier de très jolies fleurs, qui donnaient très souvent son nom au parfum. Donc vous voyez, on verra après quelques recettes à la rosse, au jasmin, narcisse, lys, donc des grandes fleurs utilisées par la parfumerie, en tout cas pour les trois premières, et donc qui allaient donner son nom au parfum, le parfum à la rose, donc le rhodinot. On utilisait également beaucoup les épices, cannelle, safran, cardamome, avec un petit peu une évolution au cours du temps, et en particulier les découvertes, les échanges commerciaux, qui permettaient de développer et d'amener jusqu'à l'échoppe du parfumeur de nouvelles matières premières venant de loin. Comme je vous le disais, donc des rhizomes également ou des racines comme l'iris, le calamus, qui sont encore utilisés quotidiennement, et puis un usage important d'une famille qu'on connaît peut-être moins, mais en tout cas avec des mots qui vont vous rappeler quelque chose, c'est la famille des gommes résines. C'est des exudats pathologiques d'arbres, où on va tout simplement inciser un arbre et laisser couler une résine. L'arbre va la sécréter pour se protéger, et un certain nombre de ces résines ont des odeurs caractéristiques. Donc vous voyez, certaines que vous connaissez, comme la myrrhe, l'encens, d'autres un peu moins connues comme le labdanum et le galbanum, donc étaient utilisées. Donc vous voyez, là encore, matière première historique de la parfumerie qu'on retrouve dans les premiers écrits, cadeau des rois mages à l'enfant Jésus, utilisation quotidienne, en tout cas dans un certain nombre de cultes tout au cours de notre histoire. Alors, ces gommes résines avaient un impact assez notable, puisque en plus de l'odeur qui était véhiculée par ces gommes résines, elles sont beaucoup utilisées, et encore utilisées, comme fixateurs dans les parfums. Alors, c'est une difficulté qu'a quotidiennement le parfumeur, c'est d'arriver à maintenir une odeur la plus homogène possible au cours de la journée. Le parfum, ça va être un mélange de composés odorants, alors qui sont mélangés dans des proportions les plus harmonieuses possibles pour conduire à une odeur typique. Mais malheureusement, ces composés n'ont pas toutes la même proportion à se volatiliser à la même vitesse. Et donc, c'est sûr que vous, quand vous utilisez un parfum, ce qu'on veut, c'est que l'odeur soit la plus homogène possible au cours de la journée. Ça, c'est quasiment impossible, puisque les notes de tête du parfum vont avoir tendance à s'évaporer le plus facilement, et puis après, on va retrouver dans un deuxième temps les notes de cœur et les notes de fond. Et donc, le parfumeur utilise pour ça ce qu'il appelle des fixateurs. C'est des composés ou des extraits naturels qui n'ont pas proprement dit des propriétés olfactives importantes, mais qui vont permettre de stabiliser l'odeur. Et donc, dans cette catégorie de fixateurs, les gommes résines sont utilisées encore aujourd'hui, et elles étaient certainement utilisées à cette époque pour fixer l'odeur. Donc on voit qu'il y avait une véritable technologie, une véritable science du parfum, avec donc des ingrédients qui n'étaient pas uniquement utilisés par leur propriété, en tout cas pour leur propriété odorante. Et puis ça peut aller un petit peu plus loin, puisqu'on va retrouver dans ces parfums-là différentes matières premières qui ne sont pas des matières premières odorantes et qui vont servir également d'ingrédients au parfum. Alors dans certains cas, pour jouer sur l'aspect de l'huile parfumée, alors on appelle ça aujourd'hui des agents de rhéologie, qui permettent de donner une consistance plus ou moins épaisse au produit pour permettre de le rendre plus agréable ou plus simple à appliquer. Et donc on utilisait également à l'époque des agents qui permettaient d'épaissir plus ou moins la formule. Et puis le parfumeur utilisait également des colorants naturels pour modifier la couleur, et des conservateurs, le sel, mais d'autres conservateurs pouvaient également être utilisés à l'époque. Donc, pour conclure sur cette partie ingrédients du parfum, on retrouve de grandes matières premières historiques de la parfumerie. On retrouve également, finalement, un petit peu de technologie, et beaucoup de technologie même, et de savoir-faire sur la fabrication du parfum. Mais malheureusement pour nous, on peut également retrouver des ingrédients un petit peu plus rares ou plus difficiles à trouver. Et donc ça a été une première difficulté dans le développement de ce projet, c'est que dans certains cas, malheureusement, la matière première n'est plus utilisée ou est difficile à retrouver. Alors, deux exemples. Alors, par exemple, le lys. Le lys, qui est une plante importante, une plante ornementale importante, mais actuellement, le lys est surtout utilisé comme plante ornementale.
Et donc la variété ornementale qui a été développée, en tout cas les variétés de plantes d'ornement qui ont été développées, sont surtout développées pour des attraits de beauté de la plante. Et les variétés utilisées pour l'odeur, donc comme plante à parfum, ne sont plus exploitées depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, ou en tout cas très peu exploitées. Et donc là, une des difficultés, ça a été de retrouver la variété botanique utilisée par son odeur et d'arriver à s'en procurer, chose qu'on a pu développer en partenariat au cours de ce projet-là. Alors, dans certains cas, c'est un petit peu délicat, mais dans d'autres, ça l'est nettement plus. Une des matières premières utilisées de façon intensive à l'époque, c'est le baume de Judée. Donc là encore, c'est un exudat d'un arbre qu'on retrouve dans la région de la Palestine. Et actuellement, il est quasiment plus exploité, quasiment impossible à retrouver. Et donc là, par contre, ça présente une réelle difficulté. Alors c'est sûr que quand on veut développer ce type de projet, forcément on ne peut pas le faire tout seul et il faut s'entourer de toute une équipe de partenaires. Juste pour les citer, pour les remercier, mais également pour expliquer comment travailler. Donc forcément, c'est une collaboration menée avec Jean-Pierre Brun et son équipe. Et donc là, on verra un petit peu tout l'apport et tout l'intérêt de ces discussions, je dirais, entre la chimie et des sciences humaines. Et puis, bien évidemment, on a dû travailler forcément avec des parfumeurs, parce que évaluer olfactivement un produit, même si on a l'habitude de le faire au quotidien, c'est un métier à part entière. Être capable de le situer dans l'histoire de la parfumerie, c'est un métier, et puis surtout être capable de déceler si ça peut présenter un intérêt actuellement, c'est un métier particulier. Et donc nous avons travaillé avec des sociétés, avec des parfumeurs, et également des sociétés qui sourcent, qui identifient des ingrédients naturels pour pouvoir les obtenir au niveau du laboratoire. Et puis on a eu également la chance de travailler avec un conservatoire de plantes à parfum, donc pour travailler et pour pouvoir récolter des plantes fraîches, mais également, comme ça a été le cas au cours du projet, de pouvoir remettre en culture certaines plantes, et donc c'est ce que nous avons fait sur le lys, certaines plantes à parfum quasiment plus exploitées. Alors, pour nous, chimistes, qu'on veut recomposer une recette, donc c'est un petit peu un travail de détective, essayer d'avoir le maximum d'indices pour pouvoir être capable de reformuler, composer ce parfum-là. Alors, je vais vous présenter un petit peu quelles étaient pour nous nos données d'entrée, qu'est-ce qu'on avait comme information pour pouvoir travailler. Alors, bien évidemment, Jean-Pierre Brun, son équipe et toutes ses découvertes nous a permis d'avoir un certain nombre de pistes, un certain nombre d'informations, et en particulier sur tous les outils qui étaient utilisés par le parfumeur à l'époque pour composer ses parfums. Donc les unités de mesure, le type de dispositif qui était utilisé, et donc tous les consommables que pouvait utiliser le parfumeur, comment il chauffait son huile quand c'était nécessaire, dans quel type d'ustensile, quels éléments étaient utilisés pour prendre les mesures. Et donc, les fouilles archéologiques sont, en tout cas, une première donnée d'entrée pour nous et pour nos reconstitutions. Deux autres données d'entrée importantes, c'est d'abord les sources iconographiques. Et donc tous les vestiges qu'on peut retrouver qui vont présenter des indices sur les procédés utilisés à l'époque. Alors une des plus fameuses est cette fresque qu'on retrouve à la maison des Vétis à Pompéi, où on voit des petits amours parfumeurs qui vont fabriquer le parfum, et donc ça permet d'identifier les protocoles, en tout cas les façons de travailler les substances odorantes à l'époque, quasiment sur toute la chaîne de fabrication, avec la première étape sur la fabrication de l'huile, et donc on voit que le parfumeur pressait lui-même son huile, et ce qui permet d'éviter des phénomènes de dégradation assez rapides de l'huile et le défaut majeur des huiles végétales qui est l'odeur de rance, qu'on connaît bien. Et puis après, des opérations, on voit ici, où une matière première est cassée dans un mortier pour la broyer le plus finement, des macérations, et puis ensuite en allant jusqu'à la mise en bouteille et puis le commerce du produit. Et donc il y a un certain nombre comme ça de petites informations iconographiques qui nous a permis d'avancer. Une autre donnée d'entrée importante, bien sûr, c'est les écrits, les textes.
pour nous des protocoles, puisque certains écrits sont des protocoles expérimentaux où on explique comment sont utilisés et comment sont fabriqués les parfums. Alors, c'est extrêmement précieux pour nos travaux. La seule difficulté, mais qui n'en est pas moins d'importance, c'est que malheureusement, ils sont très souvent imprécis. Alors, pour donner deux exemples, la première difficulté, c'est l'origine botanique des plantes. Le règne végétal est extrêmement vaste. Et puis surtout, la sémantique utilisée à l'époque est différente de notre sémantique utilisée en tout cas pour nommer les plantes, donc la nomenclature qu'on appelle linéenne, qui permet de nommer de façon précise une plante. Et donc, sur les descriptions des plantes utilisées à l'époque, ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Il existe beaucoup de variétés, de sous-espèces de plantes, et donc là, généralement, il n'y a qu'une description très sommaire. Et donc, quelle est la plante qui est réellement utilisée? Alors, pour donner l'exemple, en tout cas, un des exemples les plus frappants, c'est la rose, donc, qui était pourtant un ingrédient extrêmement important à l'époque. Quelle variété était utilisée? Est-ce que c'était une variété proche de la rose la plus ancienne, qui est la Rosa canina, ou une variété proche de celle qui est utilisée quotidiennement maintenant, ou les deux variétés utilisées quotidiennement, la Rosa damascena, la Rosa centifolia? Donc, quelle était la variété? Est-ce qu'on en était loin? Est-ce qu'on en était proche? Et donc, ça, il est évident que les textes de l'époque ne le décrivent pas, ne l'expliquent pas. Alors, on sait qu'on est certainement proche plutôt d'une Rosa damascena parce qu'elle présente beaucoup de pétales par rapport à d'autres variétés plus anciennes, mais là encore, ça laisse part à beaucoup d'interprétations. Et puis, une autre difficulté, c'est une difficulté expérimentale. Il est rarement fait référence sur les temps d'extraction, qui ont un impact non négligeable sur les composés odorants extraits, et puis sur le nombre d'extractions. Alors, autant les quantités sont clairement présentées et définies, on va même jusqu'au au nombre de pétales, expliquer combien on utilise de pétales par quantité d'huile, mais par contre, il n'est jamais précisé pendant combien de temps, en tout cas précisé de façon non équivoque, pendant combien de temps et à quelle température. Et ça a un impact non négligeable sur le rendu du parfum. Et donc, ça nous a amené à multiplier les essais pour voir un petit peu l'impact de ce type d'information. Alors, on retrouve comme ça plusieurs écrits. Le plus intéressant pour nous est publié par Dioscoride, qui est le plus précis et qui représente de nombreuses recettes. Et puis enfin, une autre donnée d'entrée, c'est l'apport de la chimie moderne, qui permet d'avoir un certain nombre d'indices sur les parfums de l'époque. Et donc, c'est tout simplement d'analyser pour être capable de remonter à des matières premières odorantes. Alors, il est évident qu'on n'a pas d'informations sur les substances odorantes, qui sont très volatiles et qui ont été perdues au cours du temps, mais très souvent, on a des marqueurs de matières premières et qui nous permettent de les identifier et d'avancer un petit peu. Alors, pour vous présenter un petit peu rapidement un protocole, vous voyez, un petit flacon de parfum, un tesson sur cette illustration. Et donc, avec une étape d'extraction, alors où la bête noire, la difficulté, c'est surtout l'artefact, d'identifier une molécule qui n'est pas du tout de cette époque-là et qui permettrait de tronquer ou qui conduirait à une interprétation erronée. Et donc, une analyse par la suite qui nous permet d'identifier des marqueurs, et les marqueurs d'importance, en tout cas, qui permettent de tirer le plus d'informations, vont être très souvent des marqueurs qui permettent d'identifier l'huile, donc des acides gras caractéristiques de l'huile végétale, et donc qui permettent de s'assurer que telle ou telle huile avait été utilisée, et puis des familles de constituants, en particulier de constituants caractéristiques des plantes, de la famille des terpènes non volatiles, qui permet d'identifier telle résine ou telle autre matière première, parce qu'elle va servir de marqueur. Et donc l'analyse chimique permet comme ça de tirer de nombreuses informations. Alors on a été amené à retravailler sur des produits qui ne sont plus utilisés aujourd'hui. Alors un des exemples, c'est l'huile d'olive, qui était vraiment la base la plus importante des parfums dans l'Antiquité méditerranéenne, puisque à cette époque-là, on n'utilisait plus du tout
pas une huile d'olive comme on peut la consommer aujourd'hui, qui est une huile d'olive qui est soit tirée des olives noires, soit des olives un petit peu tournantes, mais d'une huile d'olive verte. Alors aujourd'hui, on n'utilise pas ce type de produit parce que les rendements ne sont pas très bons. Et donc on préfère augmenter les rendements en pressant les olives là où elles ont leur teneur maximale en huile. Et donc à l'époque, on pressait les olives pour faire les parfums quand elles étaient vertes, pour une odeur intéressante, mais surtout parce qu'elles se conservaient mieux. Et donc, dans le cadre du projet, on a travaillé avec un producteur d'huile d'olive pour pouvoir développer une production sur des quantités assez importantes d'huile d'olive verte pour nos reconstitutions et nos essais. Comme je vous l'ai expliqué, on a eu la chance de pouvoir travailler avec un conservatoire de plantes à parfum qui est situé à Montsartou, juste à côté de la ville de Grasse. Et donc, conservatoire de plantes à parfum, mais qui a également des parcelles de remise en culture de plantes sur quelques dizaines ou centaines de mètres carrés, pour pouvoir comme ça replanter et étudier des plantes. Et donc, on avait la chance d'avoir à disposition du jasmin de parfumerie, de la rose, et puis on a pu comme ça remettre en culture du lys, le lys de la Madone, qui est le lys parfumerie, pour nos essais et pour nos formules. Également, une collaboration avec un fabricant d'ingrédients naturels pour arriver à sourcer les matières premières, à les obtenir de façon brute, donc obtenir des pistils de safran, des gommes résines, de la cannelle, un certain nombre d'épices, avec une identification botanique certaine, et pouvoir les utiliser au niveau du laboratoire. Alors, vous voyez un petit peu les équipements utilisés avec deux phasages. Vous voyez que dans la première partie du projet, c'est plus proche de la cuisine que d'un laboratoire de chimie comme on peut l'imaginer quotidiennement, puisque nos recettes étaient réalisées dans des petits poêlons, des petites casseroles avec des unités de mesure qui se rapprochaient le plus possible des unités de mesure de l'époque. Et on a essayé donc de se rapprocher le plus possible des conditions du parfumeur. Et donc un échoppe de parfumeur à l'époque, si on veut faire le lien, c'est très très proche finalement d'une cuisine, avec des ustensiles, des cuillères, des réceptacles, des équipements pour broyer et des équipements pour chauffer à des températures qui étaient basses, puisqu'on dépassait rarement 70-80 degrés. Donc une première étape vraiment d'étude et de reconstitution à l'identique. Et puis après, on va descendre sur de la modernité, parce que forcément, pour le chimiste, c'est trop tentant de le faire. L'idée après, c'est d'utiliser tous les équipements modernes pour caractériser, pour pouvoir mesurer, pour identifier les substances odorantes, identifier d'où elles vont venir, leur concentration, de caractériser la viscosité des produits, pour pouvoir un petit peu étudier un petit peu plus dans le détail ces parfums. Alors, ce transparent n'est pas à lire, Jean-Pierre n'était pas spécialement pour le présenter, mais juste pour illustrer ce que c'était et ce que c'est une recette de l'époque. On fait référence à un livre de cuisine ou un protocole de chimie assez précis, où on va présenter étape par étape ce que le parfumeur réalise. Prendre tant de pétales, les mélanger avec une quantité d'huile donnée, malaxer à la main, presser, faire macérer pendant un certain nombre de temps, rajouter une gomme résine et un épice broyé, laisser comme ça infuser ou chauffer à un temps donné. Donc vous voyez, c'est une recette que nous avons suivie, et puis nous avons identifié à différents moments de cette recette des parts d'interprétation, des moments où c'était pas clair, où on pouvait réaliser différents protocoles. Et donc on voit que pour une formule, et il en existe des dizaines à l'époque, pour une formule, ça peut donner lieu à des dizaines et des dizaines d'interprétations. Alors la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il est très ambitieux et illusoire d'imaginer recomposer un parfum antique, puisqu'on peut imaginer parfaitement que les parfumeurs de l'époque avaient également ces interprétations. Et donc, à une formule, il devait exister différentes variantes, et le parfumeur devait faire évoluer ces variantes selon certainement ses propres compétences ou ses propres souhaits olfactifs. Et donc, illusoire d'imaginer recomposer le parfum à la rose, le rhodinone. Il y en a différentes
formules, et donc qui ont toute une homogénéité, bien sûr, d'odeur liée à cette matière première capitale du produit, mais en tout cas, il n'en existe pas une. Alors, un exemple, cette fois, sur une autre formule. Vous verrez tout à l'heure dans le petit film le parfum à la rose. Donc là, comme ça, on va illustrer avec un autre parfum, le parfum au jasmin, qui est une des plus belles matières premières de la parfumerie. Et donc, vous voyez un petit peu les différents ingrédients utilisés dans cette formule. Donc, une huile végétale qui, dans ce cas-là, est de l'huile de sésame, du jasmin qui donne son nom au produit, des épices, cardamome, cannelle, safran et une gomme résine, la myrrhe. Alors, vous voyez le protocole, quand je vous expliquais tout à l'heure que c'était très très proche de la cuisine, c'est des macérations ici à froid pendant des temps assez longs pour fabriquer le parfum, pour tout simplement épuiser les substances odorantes de la matière première d'origine et saturer cette huile végétale. Donc avec un certain nombre comme ça d'étapes où on va faire extraire, immerger le jasmin dans l'huile végétale. Alors ça peut ramener, pour ceux qui sont un petit peu passionnés de parfumerie, à des images anciennes, puisque cette utilisation des corps gras pour extraire le jasmin a été utilisée pendant très longtemps. C'était la technique de l'enfleurage, où on venait déposer délicatement des fleurs, parce que le jasmin est une plante à parfum très fragile, déposer délicatement des fleurs sur des graisses pour pouvoir comme ça épuiser la matière première. Donc réalisée déjà à cette époque-là. Et donc on va comme ça réaliser plusieurs extractions avec des temps qui sont longs, vous voyez, plusieurs dizaines d'heures pour extraire la plante. Et donc on immerge les pétales, et puis en fin de période d'extraction, on va les récupérer, on va presser avec les mains enduites de miel pour pouvoir retirer le maximum de substances. On va ensuite ajouter du sel. Alors, différentes interprétations sur le sel, agent de conservation, mais il permet également de faire décanter plus facilement l'eau et l'huile pour éliminer l'eau qui a été tirée du végétal frais. Et donc, on peut comme ça réaliser plusieurs enfleurages, et vous imaginez parfaitement que plus on réalise d'enfleurages, plus on va extraire de matières premières, et plus l'huile va avoir une odeur prononcée en jasmin. On ajoute ensuite, après de multiples enfleurages, vous voyez qu'ici on en a testé 6, on va filtrer, donc on filtre sur un linge, comme on pourrait l'imaginer maintenant sur pas mal de pratiques culinaires, et puis on va additionner ensuite la myrrhe, la cannelle, le safran broyé, donc là l'extraction est beaucoup plus rapide, c'est des matières odorantes qui sont beaucoup plus puissantes, donc là l'extraction va durer 2 heures, et puis après on filtre ce parfum-là qui est terminé. Alors pour toutes ces recettes, on a travaillé conjointement avec des parfumeurs pour faire une évaluation olfactive du produit, pour être capable de voir un petit peu, d'une part, le décrire olfactivement, et d'autre part, d'identifier potentiellement les formules qui présenteraient un intérêt pour nos goûts modernes et la consommation moderne des parfums. Donc là, on voit une description olfactive très, très poétique donc de ce parfum-là. Donc une odeur jasminée très agréable, puis apparaissent des notes très épicées, cannelle, œillet, poivre. Donc on voit bien ces notes de tête avec la note jasmin, et puis après des notes un petit peu plus lourdes. Et enfin, la myrrhe. Donc là, on l'imagine parfaitement, puisqu'elle est utilisée également comme fixateur. Et donc, une composition qui est identifiée par notre partenaire parfumeur comme très agréable qu'on pourrait tout simplement apparenter au parfum Opium d'Yves Saint-Laurent, donc avec une sorte de filiation. Alors, je vous l'ai dit, forcément, le chimiste est tenté d'aller regarder d'un petit peu plus près ce qu'on retrouve dans ces parfums-là. Pour plusieurs raisons. D'abord, identifier les substances odorantes, identifier la participation de chacune des matières premières dans l'odeur du produit, mais également identifier des substances qui pourraient gêner une utilisation moderne du parfum. Vous savez que la pression réglementaire sur notre quotidien est de plus en plus importante, sur la parfumerie également, et certains produits sont maintenant limités de par la présence de composés qui peuvent présenter des dangers pour le consommateur. Et donc, l'idée pour nous a été également très rapidement de pouvoir identifier la présence de ces substances-là.
Alors nous avions eu de la chance parce que nous avions travaillé pendant très longtemps sur les marqueurs aromatiques des huiles d'olive françaises, des AOC françaises. Donc nous avions développé à l'époque des techniques de micro-préparation où on peut travailler ce qu'on appelle sur l'espace de tête du parfum. Alors l'espace de tête, c'est tout simplement ce qu'on va venir sentir quand on va ouvrir un flacon. Quand on met un liquide ou un solide dans un flacon fermé, la fraction gazeuse qui est au-dessus de ce liquide ou de ce solide se sature en composés odorants. Et donc quand on ouvre le flacon et qu'on sent, c'est cet espace de tête-là. Et donc nous avions développé une technique d'extraction de cet espace de tête-là pour le piéger sur une toute petite fibre, vous voyez que c'est tout petit, pour pouvoir ensuite l'analyser. Et donc, nous utilisons après maintenant donc des équipements, des techniques analytiques puissantes et rapides pour caractériser les odeurs. Alors, c'est des techniques avec tout ce feuilleton maintenant qui présentent très rapidement des analyses pour identifier un coupable en quelques minutes. Alors, en réalité, ça prend quand même un petit peu plus de temps, mais que tout le monde connaît. Donc, des équipements qu'on appelle de la chromatographie ou des techniques chromatographiques qui, à partir de ce mélange de plusieurs dizaines à centaines de constituants, va permettre de le séparer sur des colonnes très très longues pour individualiser sous forme de pics les différents constituants et ensuite de les caractériser. Donc voilà des petites illustrations de ces équipements avec ces colonnes qui font plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur. Et donc, notre formule au jasmin présentée ici, donc vous voyez, à chaque pic correspond une substance odorante. Au préalable, on a analysé également de façon individuelle toutes les matières premières et on est ainsi capable d'identifier les composés et les différents composés caractéristiques de cette note olfactive, donc présentés, vous voyez ici, avec des couleurs différentes selon dans quelle matière première on les retrouve, pour connaître un petit peu et pour savoir quelle va être la contribution de chacune de ces matières premières. Alors, au cours de ce projet, nous avons été amenés, comme ça, à reconstituer différentes formules. Le rhodinon, le parfum à la rose, l'irinon, le parfum à l'iris, le crocinon, le susinon. Donc, vous voyez un certain nombre de formules qui tirent très souvent leur nom de la matière première tirée de la fleur, qui donne son nom au parfum, sauf dans le cas de l'iris, parce qu'on a vu que c'est le rhizome, vous voyez, ce rhizome séché, qui est très très dur et de petits volumes. La difficulté de ces matières premières utilisées à l'époque, c'est de travailler avec du végétal frais, qui est pas si facile que ça, et donc qui explique pourquoi c'est lui qui donne son nom à la recette et que généralement on n'en utilise qu'un. Parce qu'il faut être capable aussi de faire cohabiter les périodes de récolte. Alors il est beaucoup plus facile de travailler avec des épices, avec des gommes résines, où là on peut les stocker pendant des temps assez longs et les utiliser à son bon vouloir tout au long de l'année. Alors qu'avec la rose à parfum a une période de floraison qui au maximum va durer 1 mois et demi au printemps. Et donc là, la période de fabrication du produit va être très très courte et on ne peut pas imaginer faire cohabiter à cette époque-là du jasmin et de la rose, puisque la rose va fleurir à la fin du printemps et le jasmin en milieu et en fin d'été. Et donc, comment imaginer faire cohabiter les deux ? Alors la recette à la rose était plus intéressante, puisque là, réellement, à cette époque-là, il y a plusieurs variantes. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les écrits, sous cette recette de rhodinon, différentes formules avec des agents différents, des agents de rhéologie, un certain nombre d'autres produits qu'on pouvait ajouter ou pas. Par exemple, une recette qui utilise du genêt, l'autre qui n'en utilise pas. Et donc, là, on voit très bien que pour une recette, pour une formule, on a différentes variantes. Et donc, on s'est amusé comme ça à toutes les reproduire pour mieux les connaître. Et donc, comme je vous le disais, l'idée, très rapidement, a été de répondre à cette question: est-il possible de remettre au goût du jour ces produits ? Est-il imaginable que demain, vous puissiez utiliser un de ces produits-là ou l'offrir ? Alors, les premières réponses ont été amenées par nos collaborateurs parfumeurs qui, sur certaines formules, ont déclaré un intérêt. Donc certaines odeurs, certaines caractéristiques olfactives ont été jugées comme intéressantes, comme valorisables d'un point de vue parfum moderne. Alors, je ne vais pas vous dire que toutes l'étaient, certaines odeurs étaient trop prononcées, trop alimentaires par exemple, trop fortes pour notre parfumerie moderne qui est bien plus légère. Mais en tout cas, sur certaines formules, nos parfumeurs, en tout cas notre parfumeur attitré puis d'autres collaborateurs, ont jugé les odeurs extrêmement intéressantes.
Et donc, cela nous a conforté dans l'idée de continuer et d'essayer de développer et de moderniser ces produits-là. Alors, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il est très délicat de travailler avec du matériel végétal frais si on veut développer des gammes de produits. De façon moderne, l'industrie de la parfumerie utilise des extraits naturels. Deux grandes familles d'extraits naturels. Certains que vous connaissez bien, ce sont les huiles essentielles, qui sont obtenues principalement par hydrodistillation ou entraînement à la vapeur de la plante. Et d'autres ingrédients naturels sont des extraits à l'aide de solvants de ces plantes-là. Donc on va, de la même façon qu'on le réalisait avec l'huile, à l'époque, extraire par un solvant organique, l'éthanol en est un, la plante, et puis après on va éliminer le solvant par évaporation pour obtenir ce qu'on appelle une concrète et une absolue utilisée en parfumerie. Et donc, dans un deuxième temps, l'idée a été de substituer tout simplement la matière première par son extrait naturel. Donc si je prends le cas ici de la cardamome, il existe de l'huile essentielle de cardamome, et donc de substituer cette cardamome donc en graines par de l'huile essentielle. Donc des extraits solvants utilisés. Donc là, ici pour le jasmin, on utilise des extraits qui se nomment des concrètes et des absolus pour les gommes résines, donc des résinoïdes. Et donc, il est beaucoup plus simple de formuler avec ces produits-là un parfum que d'utiliser directement la matière première, en particulier parce que ça bloque certaines parties et les saisons pour fabriquer et formuler le produit. Alors on a travaillé ensuite, et donc là c'est un travail de fourmi, pour tout simplement arriver à recomposer le plus proche possible d'un point de vue olfactif le parfum. Donc on est parti des rendements de ces matières premières, et puis on a fait beaucoup d'essais-erreurs, parce que c'est pas si simple de retrouver les notes olfactives, et donc en partant du rendement de cet extrait naturel par rapport aux quantités de plantes qui étaient utilisées à l'époque, recomposer un concentré de parfum, le mettre en solution dans de l'huile, et puis évaluer tout simplement olfactivement la comparaison de notre reconstitution à l'identique par rapport à celui qu'on reconstitue avec des ingrédients naturels pour s'en rapprocher le plus possible. Et donc ça permet d'obtenir cette fois ce qu'on appelle un concentré de parfum. Donc c'est un mélange d'ingrédients naturels qu'on peut après solubiliser dans de l'alcool pour revenir à un parfum moderne ou dans de l'huile pour revenir sous la forme un petit peu plus ancienne. Alors on a comme ça réalisé plusieurs formules, alors ce qu'on a appelé les reconstitutions le plus possible à l'identique. Et puis après on s'est donc entraîné à les améliorer. Alors, dans certains cas, à rajouter, à travailler sur les quantités de ces différentes matières premières pour, dans certains cas, estomper des odeurs, en particulier des odeurs épicées qui étaient trop fortes par rapport aux convenances et au goût moderne, et dans certains cas, à exhauster une odeur qui était jugée comme intéressante. Et puis, on a également modernisé encore plus les recettes pour développer des parfums inspirés, soit d'un point de vue olfactif, soit tout simplement pour diminuer les coûts, parce que vous comprenez très bien que maintenant, quand on veut développer un produit, le coût de revient du concentré est important, et vous verrez une simulation d'un coût de revient d'un concentré à des prix très prohibitifs. Et donc, ça nous a amené à développer toute une gamme de produits, au niveau du laboratoire bien sûr, pour l'instant, tirés sur ce concept-là. Les parfums antiques sont beaucoup plus proches finalement de nos produits cosmétiques que des parfums de parfumerie fine, beaucoup plus proches de l'huile. L'huile est un ingrédient de base des produits cosmétiques et des émulsions dans l'huile, donc toutes les crèmes, toutes les laits, toutes les lotions. Et donc il est beaucoup plus simple, beaucoup plus imaginable de développer plutôt une gamme cosmétique qu'un parfum de parfumerie fine. Alors nous avons comme ça développé différents types de produits, et il est évident que très rapidement, des produits liés au confort, au bien-être, au spa, au bain, sont une conclusion toute trouvée. L'usage du parfum après les thermes, après les bains, était très important à l'époque. L'utilisation des huiles parfumées pour se masser, mais également se parfumer le corps, était un usage très développé lors de l'Antiquité. Et donc, on imagine très facilement pouvoir développer toute une gamme liée au confort, au bain, au spa, au massage. Et puis, il y a également tous les soins du corps, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, un autre sujet sur lequel on s'est encore que peu interrogé et qui va certainement nous amener à beaucoup plus nous interroger, c'est l'activité biologique de ces parfums à l'époque.
hein. Si on revient un petit peu à mon introduction, puisque je vous présentais également l'activité médicale de ces produits-là, donc sur les bienfaits sur le corps, sur le traitement de certaines pathologies de peau, et donc on peut aussi imaginer donc des produits, hein, des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des laits pour le corps, et pour traiter certaines pathologies qui étaient traitées à l'époque, et donc vérifier ces activités biologiques pour développer toute une gamme. Alors, pour un petit peu illustrer ça, si maintenant je regarde sur le rhodinon, ben on voit que la formule recomposée, un petit peu lissée, est extrêmement simple, de par le nombre d'ingrédients qui sont utilisés à l'époque. Vous verrez une reconstitution de la recette tout à l'heure dans le petit film, où on retrouve essentiellement de l'absolu de rose, un extrait de rose, qui fait partie des ingrédients naturels les plus chers actuellement de la parfumerie. Et donc, comme ça représente la majeure partie du concentré, vous voyez qu'on est sur un concentré. Alors le concentré, je vous rassure, dans un produit cosmétique, il est aux alentours du pourcent dans le produit final, et dans un produit parfumé, il est à quelques pourcents. Donc le prix peut descendre beaucoup, en tout cas avec 1 kg de concentré, on peut réaliser beaucoup de produits. Mais forcément, vous voyez qu'on va être par rapport aux enjeux de la parfumerie moderne à un concentré de parfum très très cher. Et donc, uniquement en utilisant des matières premières utilisées à l'Antiquité, on peut, en conservant, en restant sur la note olfactive caractéristique, obtenir un ingrédient de très très bonne qualité hein, par rapport aux produits utilisés quotidiennement, mais avec un prix un petit peu moins cher. Alors pour illustrer ici les propriétés biologiques qui étaient présentées par Dioscoride à l'époque, qui étaient associées au parfum, donc vous voyez, astringent, rafraîchissant, nettoyé, donc utilisé en cataplasme, brûlure d'estomac. Donc on retrouve comme ça un certain nombre de pathologies et de préparations de parfums antiques qui étaient utilisés pour traiter ces pathologies. Alors quid de cet effet placebo, de l'activité, de la réelle activité de ce parfum? Là encore, c'est un champ inexploité qui mériterait d'être un petit peu regardé de plus près. Alors, ça peut également être modernisé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie de la cosmétique évolue de plus en plus, et on est de plus en plus sur une réelle démonstration de propriétés biologiques. Les industriels de la cosmétique ne peuvent plus se permettre maintenant d'afficher sur un parfum ou un produit cosmétique une activité. Maintenant, il faut être capable de la démontrer. Et donc, ça permettrait de vérifier que ces produits millénaires, en tout cas utilisés pendant des centaines et des centaines d'années, avaient ou pas des propriétés biologiques. On peut alors donc créer, et nous avons créé comme ça toute une gamme de produits. Donc vous voyez un exemple de formule, donc une formule d'un produit cosmétique, c'est différents ingrédients avec des quantités différentes. On peut également la développer en 100% naturel, en 100% bio dans certains cas. Et donc à ces différents produits, on peut ajouter donc le concentré de parfum et revendiquer ou étudier les propriétés de l'époque. Alors, il y a deux grands vecteurs d'activité, puisque l'huile végétale, on sait très bien que les huiles végétales et les différentes huiles végétales possèdent des propriétés biologiques différentes, et puis il y a les différents ingrédients naturels qui peuvent également présenter des propriétés biologiques. L'huile de massage, qui est à la limite la plus simple, cette fois en mariant différentes huiles végétales avec notre concentré de parfum, les différents concentrés de parfum qu'on a créés. Donc pour conclure sur cette fabuleuse histoire, au cours du temps, qui nous a permis de nous pencher sur l'histoire de la parfumerie, sur le berceau de la parfumerie finalement, avec ces formes les plus anciennes du parfum, ces parfums à brûler que j'ai peu évoqués mais qui sont intéressants et importants également à l'époque, sur la partie communication avec l'au-delà, communication avec les dieux, mais également sur des usages beaucoup plus quotidiens pour assainir les pièces, pour assainir la maison, et on sait très bien aujourd'hui qu'on peut utiliser des mélanges d'huiles essentielles pour assainir des chambres ou des atmosphères. Donc un usage déjà extrêmement ancien. Alors, cette étude nous a permis aussi de nous démontrer, et ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut conserver au quotidien, c'est qu'il faut être très humble vis-à-vis de la science, vis-à-vis des anciens et vis-à-vis de ce travail-là, et en particulier sur les reconstitutions. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il est aberrant de dire « j'ai reconstitué le rhodinon ». On voit très bien, de par les différentes recettes, les différentes
interprétation qu'on peut en tirer, mais même les différentes sous-recettes qu'il existe, que pour une formule du rhodinone, on peut en faire des dizaines. Donc on ne peut pas imaginer avoir en une formule reconstitué le parfum. Et puis, très facilement, on peut imaginer que chaque parfumeur, comme c'est le cas aujourd'hui pour nos grands chefs, avait un petit peu leur tour de main, leur pratique, leur goût et leur souhait olfactif, et faisait varier un petit peu ces recettes. Et donc il existe comme ça des dizaines et des dizaines de recettes. Alors, nous sommes allés le plus loin possible dans la caractérisation physico-chimique de ces produits-là pour mieux les connaître, pour identifier si des produits pourraient limiter leur utilisation. Et puis on a été ravis de constater que certaines de ces formules avaient potentiellement encore un avenir radieux, pouvaient conduire à des développements. Et donc ça a été une autre partie du projet, moderniser ces odeurs-là, les incorporer dans des parfums et dans des produits cosmétiques modernes pour hypothétiquement pouvoir remettre au goût du jour, retrouver dans nos échoppes, retrouver dans nos magasins et peut-être l'année prochaine ou dans les années à venir offrir à Noël des cosmétiques antiques. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Pierre, merci à vous tous. Bien, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons débattre de quelques points en suspens. Et nous avons vu effectivement comment les études sur la parfumerie antique pouvaient inspirer la parfumerie moderne et la cosmétique moderne. Et je voudrais d'abord poser une question pour savoir quels sont les thèmes de recherche qu'il faudrait approfondir aujourd'hui pour progresser dans cette voie. Alors, c'est vrai que c'est toujours fabuleux qu'on réalise un travail de chercheur, de se rendre compte que plus on cherche, plus on aurait à chercher, et plus il y a des pistes de recherche. Et on peut les distinguer quand même en différents domaines d'activité. Alors forcément, sur l'étude des recettes, sur la recomposition, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais là, il y a quand même déjà beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Une grande frustration qu'on a pu obtenir, en tout cas beaucoup de questions, vient sur l'origine botanique des plantes. Donc il pourrait y avoir un gros travail d'archéobotanique, être capable d'identifier avec certitude quelle variété de plantes étaient utilisées à l'époque. Alors sur certaines, on peut vraiment imaginer que l'encens, la myrrhe, la plante n'a pas évolué au cours du temps. Par contre, on sait très bien que sur des plantes à parfum comme les rosiers, les hybridations et les croisements sont importants, et que certainement le rosier à parfum antique devait être différent de celui de l'époque. Donc c'est vrai que les questions, c'est à quel point c'est différent, de quelle variété moderne on se rapproche. Est-il imaginable de pouvoir, avec les progrès qu'on a actuellement maintenant dans le domaine de la biologie moléculaire et de la biologie et de la botanique, obtenir ces rosiers anciens ou pas. Donc c'est vrai que sur l'identification des matières premières, il y aurait quand même beaucoup de travaux à faire. C'est-à-dire en fait développer des recherches plutôt génétiques sur... Plutôt génétique. Alors la génétique est une autre question, un autre pan entier qui va certainement avec les progrès qu'on a pu observer au cours de ces dernières années, conduire à beaucoup de bouleversements, j'imagine, dans ce domaine-là, parce que, je vous ai présenté ici des marqueurs organiques avec des techniques analytiques, je dirais, classiques, qui sont utilisées et qu'on connaît depuis longtemps. Maintenant, des techniques qui se développent de plus en plus, c'est l'analyse génétique de ce type de produits. Alors, analyse génétique qui maintenant, pour une plante, est... J'en suis pas du tout un expert, mais relativement simple. Si on veut faire un profil génétique d'une plante, nous, sur des plantes modernes, on le fait quotidiennement. Sur des matériaux et des outils ou des matériaux archéologiques, c'est quand même beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile. Tout simplement parce qu'il y a déjà l'altération du temps, et puis parce que c'est des mélanges de matières premières. Dans les flacons de parfum de l'époque, il y avait bien sûr l'huile qu'on a... sur laquelle on a discuté tout à l'heure, mais également différentes plantes. Donc il faut être capable d'isoler les fragments d'ADN caractéristiques de la plante. Mais au vu des progrès, on peut effectivement imaginer que tout ce développement donc des analyses génétiques va permettre, et donc ça évolue d'une façon exponentielle ces dernières années, va certainement permettre de pouvoir identifier avec certitude, de comparer par rapport aux espèces, aux sous-espèces, aux variétés modernes, les plantes qui étaient utilisées à l'époque, et
et de mieux comprendre d'une part, et puis dans certains cas, on n'est jamais à l'abri de ça, de casser un certain nombre de théories. On va peut-être se rendre compte que ce qu'on a donné pendant très longtemps pour être une plante en est une autre. Alors l'exemple, c'est par exemple ce fameux, on en a discuté tellement longtemps, jonc odorant. À l'époque, on utilisait, on retrouve dans beaucoup de recettes le jonc odorant. Actuellement, on ne sait pas ce que c'est sur ça. Alors on peut faire un certain nombre de parallèles et remonter jusqu'à de la citronnelle d'après les distinctions et les descriptions botaniques qu'on peut en avoir, mais c'est pas forcément le cas. Et puis sous cette terminologie jonc odorant, certainement peut-être que différents parfumeurs utilisaient différentes plantes. Et donc il est évident, en tout cas personnellement, moi je crois beaucoup en l'évolution de ces analyses génétiques qui vont peut-être permettre d'obtenir des informations très précieuses. Et est-ce que cette inspiration venue des recherches sur la parfumerie antique a conduit à des avancées, ou en tout cas des interrogations méthodologiques en ce qui concerne la manière d'analyser? Est-ce que vous avez été amené à développer d'autres techniques, ou vous avez simplement appliqué ce qui était le plus couramment employé dans vos pratiques Alors, journalières? Il est évident que c'est quand on se pose des questions qu'on commence à réfléchir, à essayer de trouver des solutions. Et donc, on a eu une difficulté là qui nous arrive rarement, c'est la petitesse du matériel qu'on recevait, et puis surtout ce compte précieux qu'on reçoit comme ça, ce petit flacon de parfum, même si plusieurs sont trouvés, ou ce tesson de bouteille. D'une part, on ne peut pas se rater, puisque dans ce cas-là, si on détruit le matériel, on ne peut plus revenir en arrière, et il est important d'être le plus précis possible. Quand on travaille sur des matériaux modernes, on en reçoit des quantités non négligeables. Si la manipulation est ratée, on a toujours la possibilité d'en refaire. Et donc forcément, ça nous a amené à réfléchir à des techniques, à miniaturiser des techniques pour arriver à ne pas détruire le matériel, tout simplement à pouvoir analyser directement sur le matériel. Là encore, les sciences modernes, les sciences dures, les techniques analytiques qui se développent de plus en plus ont beaucoup progressé ces dernières années. Et ça nous a permis d'avoir de nombreuses idées, de nombreux développements, des projets en cours pour pouvoir être le plus précis possible, former le moins d'artefacts et donc des produits qu'on identifierait qui ne viendraient pas du tout du matériel archéologique, et ainsi pouvoir, si possible, ne pas le détruire par exemple et avoir de l'information sur la plus petite quantité. Donc ça crée de l'inspiration effectivement pour les sciences modernes, en tout cas les sciences dures modernes, pour la chimie moderne. Est-ce que ça crée aussi de l'inspiration sur le renouvellement des molécules pour le futur? Est-ce que, au-delà de l'interprétation directe des recettes antiques, est-ce que certaines molécules sont sorties qui vous ont paru intéressantes en soi, c'est-à-dire complètement au-delà des reconstitutions des recettes? Alors, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça peut inspirer en partant de nouvelles molécules qui seraient sorties? Est-ce que ça peut renouveler en quelque sorte la parfumerie? Alors, on n'est jamais à l'abri de ça. Alors là, bon, le facteur chance est non négligeable, parce que si on se penche et qu'on décortique de plus en plus ces recettes, on peut effectivement identifier des substances qui sont peu exploitées jusqu'à présent et qui pourraient l'être plus. Il s'avère que quand même... c'est ce qui nous avait frappé au début, la majeure partie des matières premières utilisées à l'époque le sont de façon intensive encore aujourd'hui. Donc c'est des matières premières que l'industrie de la parfumerie connaît bien. Et il est peu probable d'identifier une molécule d'intérêt. Par contre, et c'est pour ça que ça prend plus de temps, parce que là on est heurté à du matériel végétal, et quand l'homme travaille avec le végétal, en tout cas quand il veut travailler de façon naturelle, c'est le végétal qui guide le projet et pas l'inverse. Les saisons des plantes, les périodes de floraison, c'est elles qui guident nos travaux. Et donc, avec les plantes qu'on a étudiées dans un deuxième temps, par exemple ce lys de la Madone qui était peu exploité, le baume de Judée qu'on connaît peu, on peut effectivement imaginer pouvoir identifier de façon intéressante des composés qui pourraient être une source d'inspiration pour le parfumeur et méconnus. Et les progrès de la science nous permettent de descendre de plus en plus bas dans les quantités de composés qu'on peut déceler et caractériser. Donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Malheureusement, la difficulté est peut-être aller dans l'autre sens. Nos études nous ont permis d'identifier dans des formules développées des produits qui sont soumis à des restrictions réglementaires assez féroces et qui limitent l'utilisation du produit.
L'exemple du safran, qui présente un certain nombre de substances réglementées, nous a amené à voir rapidement que, en tout cas, les formules qui étaient développées et celles qu'on pouvait recomposer pour être le plus proche possible n'avaient aucune viabilité dans notre utilisation moderne, tout simplement parce que là, les directives ou les règlements européens ou mondiaux empêcheraient la valorisation du produit. Mais est-ce que ça porte sur la molécule olfactive du safran, ou est-ce que ce sont des molécules associées qu'on pourrait éventuellement extraire? Donc, la question est, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui reconstituer, avec des moyens modernes et en éliminant les molécules dangereuses, un parfum au safran? Alors, c'est compliqué, ce sujet. Il faut bien comprendre qu'un ingrédient naturel, un extrait ou un extrait de plante, c'est un mélange de plusieurs dizaines à centaines de constituants. Alors certains mélanges sont simples. Je prends l'exemple de l'orange ou de la menthe. Donc là, il y a un constituant majoritaire qui est en plus l'odeur caractéristique du produit, surtout pour la menthe. Et donc, là, c'est relativement facile. Sur certains autres types de matières premières, c'est le mélange de plusieurs dizaines de constituants qui créent cette note olfactive. On n'est pas capable de restituer ce produit-là avec un constituant ou deux constituants. Alors, il est évident, comme dans le cas je peux prendre l'exemple de la rose, qui a une substance réglementée parce qu'elle présente une certaine toxicité qui est le méthylogénol. Le méthylogénol, il est présent dans les extraits de rose aux alentours du %, un petit peu plus, un petit peu moins selon le type d'extrait. Et donc là, on peut imaginer facilement l'enlever avec des techniques modernes pour pouvoir utiliser le produit et le valoriser. Dans d'autres cas, comme c'est le cas du safran, là, c'est des composés majoritaires qui sont limités. Donc, enlever le composé ou parmi les composés majoritaires du produit, on perd toute la quintessence et puis à des coûts prohibitifs. Donc là, c'est inimaginable. Donc, ça va dépendre effectivement du produit. Est-ce qu'il a un impact important sur l'odeur de la matière première ou pas, sur l'odeur du produit fini. Et donc là, c'est un petit peu du cas par cas. Donc, d'une certaine façon, la réglementation moderne va influer à terme, même déjà aujourd'hui, sur notre propre évolution du goût. Moi, j'avais bien vu, lorsque nous avions fait des reconstitutions sur le vin, que l'évolution des techniques modernes avait complètement changé notre perception du goût du vin au cours du XXe siècle. Mais là, clairement, à partir des nouvelles réglementations, ça va probablement changer notre perception du parfum, puisque certains composés seront absolument inutilisable. Alors, ça va avoir une incidence, mais une incidence pas tout de suite. La difficulté actuelle pour le parfumeur, c'est de continuer à composer des produits avec de la restriction. On ne le sait pas, en tout cas on s'en soucie guère, mais certains parfums qu'on utilise quotidiennement depuis des années et des années ont vu retirer de leur liste d'ingrédients quelques ingrédients parce qu'ils sont limités, parce qu'on ne peut plus les utiliser. Et un certain nombre de travaux de parfumeurs, c'est de recomposer à l'identique, d'arriver à retrouver des substituts de cette odeur-là pour que le parfum qu'on utilise depuis des années et des années, on ne veut pas que son odeur ait changé. Donc il est évident qu'à court terme, ça fait partie des difficultés quotidiennes des parfumeurs. Ils essaient de trouver des substituts, et dans leur orgue, il y en a quand même suffisamment, pour arriver à obtenir et à conserver des odeurs dans les produits qu'on utilise déjà. Il est évident que pour la parfumerie de demain, ça a un impact, puisque certains produits hautement limités, je pense qu'intuitivement, le parfumeur va se limiter dans leur utilisation, et donc les goûts vont certainement évoluer de par la rareté du produit. Oui, donc on va avoir tout à fait le même phénomène, et il est très clair que chaque époque fait des produits alimentaires et des produits de parfumerie complètement adaptés aux techniques et aux réglementations finalement qui s'imposent. Et ça me paraît un point tout à fait considérable. Est-ce qu'il y a d'autres types de recettes qu'on n'aurait pas utilisées? J'ai pensé que, après tout, on aurait pu utiliser quelques recettes tirées de notre médecin de l'Antiquité, mais nettement plus tardif, qui est Aetius d'Amida, du VIe siècle après Jésus-Christ. Et j'ai pensé que, par exemple, on pourrait essayer un de ces jours une recette qui est conservée dans le livre 16, paragraphe 126 d'Aetius, qui est la recette du moscatone, qui utilise des feuilles de cannelle, du safran, du styrax, de l'amone, du nard indien. Et pour là, on a des quantités très précises et donc qu'on peut utiliser et auxquelles il faut ajouter 4 drachmes de clous de girofle, 3 grammes de musc, du baume de Judée, donc ça sera difficile, de l'huile indienne, on ne sait pas exactement ce que c'est, pour 3 onces, et des roses sèches,
ou des roses fraîches en quantité différente. Donc là, on a à nouveau une recette qu'on pourrait tester qui changerait un peu de celle qu'on a utilisée jusqu'à présent dans la mesure où on trouve une proportion notable de muscles que jusqu'à présent on n'a pas utilisé, mais qui posera à terme d'autres problèmes réglementaires si on voulait l'utiliser véritablement. Alors, effectivement, le muscle maintenant est interdit depuis, en tout cas le muscle animal, donc il y a des substituts, je dirais, chimiques, comme quoi la chimie peut dans certains cas préserver notre biodiversité. Donc oui, effectivement, là on ne pourrait pas l'utiliser. Alors, il y a peut-être toujours la possibilité d'en réutiliser à des fins, je dirais, de recherche. C'est vrai que c'est une recette intéressante parce qu'on ne sait effectivement encore pas, et donc on voit qu'il y a toujours des choses à faire, heureusement, mais intéressé à cette histoire au cours de l'Antiquité ou de l'Antiquité, de la pré-Antiquité et puis de l'Antiquité un peu plus lointaine, sur l'évolution de l'odeur au cours du temps. Donc c'est vrai que de situer des parfums un petit peu éloignés, des recettes qu'on va retrouver, et d'arriver à voir au cours de l'Antiquité comment ont évolué les goûts, et de la même façon, à cette époque-là, de par les aires géographiques, quels étaient les goûts. On sait très bien que dans notre société moderne, les goûts européens sont très différents, même dans le sud de l'Europe que dans le nord de l'Europe, et sont très différents des goûts asiatiques en termes d'odeur. Donc on pourrait comme ça imaginer, regarder un petit peu, faire une cartographie ou une frise au cours du temps sur les goûts, les matières premières utilisées, puisque ça on a pu le voir, on a pu échanger suffisamment dessus. Les matières premières utilisées par les parfumeurs ont évolué de par les échanges commerciaux, les conquêtes, et donc on peut imaginer qu'au cours du temps, il y en a certaines qui ont été développées ou d'autres qui se sont amoindries parce qu'il y a moins d'échanges. Donc ça mériterait de s'y pencher un petit peu plus, effectivement. Et donc, tu avais aussi évoqué une autre piste de recherche qui me paraît intéressante au cours de ton exposé, c'est la piste de recherche qui concerne les propriétés véritables, les propriétés biologiques véritables de ces produits. Est-ce qu'ils ont eu un effet autre que l'effet placebo? Est-ce que c'est un programme de recherche qu'on peut envisager dans un avenir proche, ou est-ce qu'il y a quelques difficultés méthodologiques qui l'empêchent de se développer? Alors, les difficultés méthodologiques, je ne pense pas qu'elles existent. On est capable de faire ça. Le principal enjeu, et donc on l'a appris, c'est qu'il faut marier les compétences et les horizons, puisque là, il faut continuer forcément le travail entre des sciences dures et les sciences humaines pour mieux comprendre. Puis là, je pense qu'effectivement, il y a un gros travail de reprise des textes et de concertation entre spécialistes des langues anciennes et des médecins des pathologies modernes. Alors, j'ai présenté tout à l'heure des traductions. Alors, c'est des traductions de l'anglais qui venaient d'une traduction d'une traduction. Donc, forcément, on imagine très bien qu'on a perdu beaucoup d'informations et surtout qu'il y a eu de l'approximation à chaque fois. Il est évident qu'il faut être capable déjà de nommer, de trouver des noms de pathologies modernes à ce qui était revendiqué donc, dans ces textes-là, d'arriver à les associer effectivement, de pouvoir vérifier cette activité, vérifier l'assertion de cette activité. Alors maintenant, il existe des tests déjà uniquement sur de l'in vitro, donc pour arriver à évaluer très rapidement des activités. Donc on peut très bien imaginer pouvoir évaluer ces produits-là. De façon paradoxale, on peut identifier les remèdes de l'époque. Alors il y a des remèdes qu'on peut afficher très cosmétiques, sur la peau, la cicatrisation, le vieillissement de la peau. Après, il y a des pathologies par ingestion du produit, donc sur des pathologies graves. Et puis, de façon très étonnante, un pourcentage non négligeable, on s'en était étonné au cours de différentes discussions, sont sur des propriétés gynécologiques de ces produits-là, donc pour des traitements quotidiens ou de pathologies sévères d'ordre gynécologique. Et donc là, c'est un chantier qui n'a jamais été fouillé. Et donc là, il serait vraiment intéressant de regarder ça de plus près et d'apporter à cette réponse ces produits-là, utilisés quand même de façon millénaire, avaient-ils une réelle propriété ou, faute d'autres médicaments, étaient-ils utilisés surtout pour leur odeur? Donc, quid de tout ça? Je pense qu'on peut être capable de faire, mais qu'il faut mettre autour de la table différents acteurs qui ont des fois peu l'habitude de travailler ensemble. Bien, on voit donc tout le champ de recherche qui, en quelque sorte, inspiré ces travaux qui sont partis du terrain archéologique. Et bon, c'est quand même pas si fréquent que ça que nous puissions collaborer de façon aussi étroite. Je remercie donc
à nouveau Xavier Fernandez de sa belle présentation. Je voudrais maintenant, dans la demi-heure qui nous reste, faire une brève synthèse du cours que j'ai fait cette année et aborder quelques questions pendantes qui concernent notamment les ateliers de parfumeurs.